En ce 150e de la commune, nous pouvons nous féliciter de voir des héritiers des communards réunis ici aujourd'hui, jour anniversaire de la mort de ce grand humaniste que fut Alphonse Esquiros. Ils s'y mettent en œuvre ses idéaux, même si ce ne fut que pour une période trop brève. Le nom de ce grand républicain, poète et écrivain reconnu de son temps, est attaché à la commune de Marseille. La Fédération des Bouches-du-Rhône de la libre pensée, ces groupes de Marseille, Louise Michel et 93 Victor Hugo, vous remercient donc et sont honorés de votre présence pour la célébration de cet homme attaché à l'émancipation humaine. Pour rendre cet hommage à Alphonse Esquiros, interviendront, il aurait dû intervenir, il était prévu, monsieur le premier adjoint à la maire du premier secteur de Marseille. Nous espérons qu'il viendra. Ce qui aurait représenté l'image, quel mot serait plus approprié, de la ville à cet homme. Puis Chantal Champet, vice-présidente de l'ALPMR 13, c'est-à-dire l'association laïque pour la mémoire républicaine dans les Bouches-du-Rhône. Les travaux de recherche historique qu'elle mène depuis 3 ans sur la commune de Marseille ont permis de remettre au jour le rôle d'Alphonse Esquiros et la tradition d'hommage des libres penseurs. Elle donnera d'ailleurs une conférence le 29 mai prochain dans l'auditorium de la mairie de secteur, du premier secteur, intitulée « Alphonse Esquiros et la commune du 1er novembre 1870 à Marseille. L'espoir d'une vraie république ». Ensuite, interviendra Gérard Pelletier, président de l'Institut d'études et de recherche maçonnique Marseille-Provence, d'Hermes, Marseille-Provence. En effet, comme beaucoup de communards, Alphonse Esquiros était franc-maçon. Et le Grand Orient de France, auquel il appartenait, a beaucoup œuvré pour construire la République. Ensuite encore, M. Éric Larnouet pour la libre pensée, puis Jean Poncet pour les Amis de la Commune de Paris 1871, Comité des Bouches-du-Rhône, Bernard Régaudia pour Provence Mémoire ouvrière, Promémo, association que nous avons le plaisir d'avoir avec nous pour la seconde fois. Et enfin, je reprendrai la parole pour conclure cette célébration. Chantal, donc la parole va être à toi. On le souligne trop peu souvent, mais les communes insurrectionnelles des années 1870 et 1871 s'inscrivent toutes dans l'histoire de la construction républicaine. Elles ne furent pas de simples jacqueries désordonnées et violentes, mais à Paris, comme à Lyon ou Marseille, les communes se sont levées pour défendre la République, une certaine idée de la République. Dans le même ordre d'idées, bien peu de Marseillais, et peut-être plusieurs d'entre nous aujourd'hui, ne savent pas qu'ils se trouvent ici, devant ce monument, sur un des lieux importants de la mémoire républicaine à Marseille. Les amis de la Commune de Paris nous diront tout à l'heure comment le nom d'Alphonse Esquiros s'associe à celui du mouvement communaliste marseillais. Mais auparavant, je voudrais vous dire quelques mots sur le caractère républicain de ce site et de l'homme qui y repose. Car l'histoire de ce monument et la constance des positions d'Alphonse Esquiros durant sa vie le démontrent. Nous sommes ici dans la partie la plus ancienne du cimetière. Il a été inauguré en 1863 pour remplacer le cimetière Saint-Charles qui devenait trop petit et gênant avec la construction de la gare du même nom. Pendant les années précédentes, on avait transféré les tombes de ceux qui en avaient les moyens financiers, les grandes familles marseillaises. Et on est alors ici en terre d'église, puisque le terrain a été béni. La bénédiction officielle avait eu lieu le 25 septembre 1855.
La séparation de l'Église et de l'État n'était pas encore à l'ordre du jour. En 1876, il y a donc peu de temps, un peu plus de 13 ans, que le cimetière fonctionne, et quasiment tout le terrain de cette parcelle, la parcelle 6 et jusqu'à la 8, est occupé, mais au-delà, tout le reste, jusqu'à presque la Pomme, est encore vide. L'enterrement civil d'un républicain radical, qui plus est, et socialisant, est un double scandale dans la société bien pensante marseillaise de cette époque. Et la presse va se déchaîner contre lui. Tout à l'heure, les libres penseurs expliqueront plus amplement ce combat-là. Mais en ce qui concerne ce lieu, ce monument, il faut savoir que ni l'État ni la municipalité ne voulurent prendre en charge les funérailles officielles d'Alphonse Esquiros, qui était pauvre, mais qui était sénateur. Il se passa alors quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Non seulement une foule immense, une mer humaine, le nombre a surpris tout le monde, a tenu à assister à ces obsèques, et ce dans un calme impressionnant, mais encore une souscription ouverte pour couvrir les frais va avoir un succès considérable. Des milliers de personnes vont spontanément y répondre, et l'on va voir une grande partie du petit peuple marseillais y participer. Parmi eux, bien sûr, des amis personnels et politiques d'Esquiros, des libres penseurs, mais aussi des anciens communards. À cette, je cite, souscription populaire pour les funérailles et le tombeau d'Alphonse Esquiros, les plus modestes tiendront à apporter leur obole. À une époque où le prix d'un kilo de pain, ce pain essentiel qui était la base de la nourriture des plus pauvres, tourne autour de 50 centimes, une multitude de contributions de 20 centimes, de 30 centimes vont affluer à côté des quelques gros dons faits par des donateurs plus fortunés. Les ouvrières, si mal payées, tiennent à y contribuer. Des collectes s'organisent un peu partout dans Marseille, dans les rues et les quartiers populaires. Tous les quartiers pauvres périphériques sont représentés. Andoum et Montredon, le Pharo et Catalan, la Joliette, l'avenue de Toulon, Mempinty, la Capelette, etc. Tous les corps de métier et les jeunes syndicats des divers ateliers et usines de la ville répondent présents. Tous se cotisent. Les tailleuses, les repasseuses, les blanchisseuses du lavoir de la Joliette, les typographes, les chaisiers, les cochers, les marbriers, les tourneurs, les serveurs des brasseries, les confiseurs, les fabricants des cartes de la rue d'Aubagne, et même les employés de bateaux, comme la chambre syndicale des matelots, ou ces chaudronniers républicains de la compagnie Fraissinet, comme ils s'appellent eux-mêmes. Et même une association de jeux de boules, car Esquiros en était un grand amateur. La souscription réunira, centime par centime, plus de 9300 francs de l'époque. Elle couvrira les frais de funérailles mémorables qui exprimèrent la volonté de tous ces Marseillais de rendre honneur et justice à celui qui avait voué sa vie à les défendre et à établir une république qui les serve eux et pas dont ils se seraient servis. Mais le restant de la somme était insuffisant pour l'achat d'une tombe et l'érection d'un monument que la mairie refusait d'élever. Commença alors une bataille juridique qui va durer 3 ans. En septembre 1876, arguant du fait que cela avait été accordé à un précédent préfet défunt, le conseiller Dupont demanda une participation financière au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Sa proposition est refusée à l'unanimité, sauf 4 voix. La raison est donnée et que le monument serait une prise de position politique en faveur des républicains. En décembre de la même année, la mairie concède gratuitement le terrain, mais ne peut empêcher l'administration des hospices, encore gérée par les religieux à cette date, de réclamer la taxe de 5000 francs à laquelle elle a droit sur la transaction. Finalement, un arrangement est trouvé et cette parcelle de terrain sort de la tutelle de l'église et devient un des premiers emplacements laïques du cimetière.
à l'automne 1877, malgré la mairie qui conditionne le projet à la signature du président de la République, rien de moins. L'appel d'offres pour le monument est lancé pour la somme maximale de 6 800 francs. Le sculpteur Lucien Chauvet l'obtient et le construit dans son atelier de la rue de la Grande Armée, derrière la gare de Saint-Charles. Il mesure plus de 5 mètres de haut. Il est formé d'une base ou bordure posée longtemps à l'avance de 2 socles que l'on a mis en place dès mai 1878, d'une pierre monumentale de 1,50 m surmontée d'un chapiteau de 1 m. Le buste lui-même a une hauteur de 1,15 m et regarde vers la Grande Allée. Le monument n'est pas complètement terminé lorsqu'on l'inaugure et on comprend pourquoi. Cette impatience quand on entend la date choisie, le 4 septembre 1879. Le 4 septembre, l'anniversaire de la République rétablie. Un signe supplémentaire de ce qu'il représente, la volonté aboutie du petit peuple marseillais, malgré la résistance de ses élites, de manifester son amour pour la République et celui qui la défendait et qui le défendait. Car cette République est restée jusqu'à sa mort le grand but d'Alphonse Esquiros. 2 mots sur sa constance à ce sujet, avant de laisser la place à la lecture d'un de ses textes. Né en 1812 dans une famille bourgeoise parisienne, élevé très pieusement dans une école religieuse renommée de la capitale, le jeune Alphonse, il a 18 ans, vit la révolution de 1830 comme un électrochoc. Alors qu'il découvre avec passion l'histoire de la Révolution française de 1789, l'échec de cette révolution-là, celle qu'il vit, celle de 1830, et son détournement vers la royauté constitutionnelle de Louis-Philippe, l'indigne, tout autant que la misère du petit peuple parisien qu'il découvre à cette occasion. Il devient républicain et le restera définitivement. Un républicain qui défendra toujours la cause du peuple. Aussi, il se retrouve en prison dès 1841 pour avoir écrit un des premiers livres qui le feront connaître, l'Évangile du peuple. Il en ressortira plus déterminé que jamais. Et puisque le révolutionnaire Blanqui réclame une égalité sociale réelle, il devient blanquiste. Il ne le restera pas, mais il consacrera sa carrière d'historien, de journaliste et de poète, bientôt reconnu, à la défense de ce petit peuple. En 1848, on le retrouve de nouveau sur les barricades pour rétablir la Deuxième République. Il devient député, mais il se retrouve de nouveau en prison au soir du 2 décembre 1852, date du coup d'État qui met de nouveau fin à la République et le contraint à 17 ans d'exil. Et lorsqu'en 1869, Gustave Naquet lui propose de se porter candidat à la députation avec Léon Gambetta, candidat républicain alors qu'on est encore sous l'Empire, il revient à Marseille et il devient un très populaire député. Et lorsqu'après la révolution du 4 septembre, il devient administrateur spécial du département, tous ses efforts tendirent à sauver cette République menacée à peine née. Reconduit comme député en 1871, durant les 5 dernières années de sa vie, il dut continuer de combattre pour la survie de cette République contre une assemblée monarchique qui menaçait de l'abattre. Il forma avec Léon Gambetta et quelques autres un comité de salut public et après l'écrasement de la Commune, malgré les avanies et les humiliations subies, il siégea à l'extrême gauche de l'Assemblée jusqu'à son élection au Sénat. Il voulait sauver l'essentiel des institutions républicaines pour préserver l'avenir. Dans ces années d'épreuves qui usèrent sa santé, il ne cessa d'encourager les autres. Voici ce qu'il écrivait en 1873 au plus fort de la réaction du Parti de l'Ordre. Et c'est Éric Larnouet qui nous fera la lecture. Le gouvernement qu'il nous faut est un gouvernement assez large, assez élastique et assez mobile pour encadrer toute la société moderne avec les développements de la science, des beaux-arts et de l'industrie, les progrès de la raison humaine, les besoins et les aspirations des travailleurs, les intérêts de l'agriculture, de la navigation et du commerce. Cette forme de gouvernement ne peut être que la République, car c'est la seule qui se prête à tous les mouvements d'un peuple se régissant lui-même, à tous les changements dans l'ordre matériel et moral
à toutes les conquêtes pacifiques du droit et de la justice. Jusqu'ici, la révolution du 4 septembre n'a pu produire ses fruits. Le lendemain de son avènement, elle a dû se préoccuper avant tout de la défense nationale. Aujourd'hui, entourée d'ennemis, la République en est réduite à combattre pour son existence. Moins que cela, pour un mot. Et pourtant, elle résiste. Elle s'accroît. Elle pousse chaque jour dans le pays des racines de plus en plus indestructibles. Grâce à elle, nous touchons à la libération du territoire. Ne serait-ce pas le moment de nous interroger et de nous demander sérieusement quelle sorte de république nous voulons fonder? Fêtons de grand cœur le 14 juillet, anniversaire de la prise de la Bastille, le 22 septembre, anniversaire de la proclamation de la République de 1792, ou toute autre date célèbre dans l'histoire de la Révolution française. Là sont nos traditions, les sources vives de notre affranchissement. Qu'il soit néanmoins bien entendu que notre République n'est nullement liée à celle de 93, ni même à celle de 1848. Soyons de notre temps. Sachons tenir compte des progrès de la raison, des transformations qu'ont introduites dans nos mains les découvertes de la science, la vapeur, l'électricité. Inspirons-nous des conceptions nouvelles de l'esprit humain, du sentiment de la personnalité qui se développe avec les lumières et le bien-être. Occupons-nous des problèmes si compliqués du capital et du travail. Associons-nous au mouvement intellectuel, moral et politique des autres peuples, nos voisins, qui cherchent aussi à améliorer leur sort. En un mot, c'est avec les éléments de la société moderne et non avec des souvenirs ou des imitations qu'il nous faut créer des institutions appropriées à nos besoins et à notre manière de vivre. Cette République, que l'on appelle modérée, nouvelle, radicale, ou même qu'on ne lui donne aucune épithète, il n'importe. Elle sera modérée, car elle respectera la loi. Elle sera radicale, en ce sens qu'elle coupera la racine des abus ou des usurpations. Et quoi de nouveau en France que la liberté? Tous les gouvernements nous l'ont promise, mais aucun d'entre eux ne nous l'ont jamais donnée. C'est à la République seule qu'il appartient de la fonder. Oui, Alphonse Esquiros a œuvré jusqu'à la fin de sa vie à l'établissement de la République. Il travaillait pour l'avenir. Je terminerai sur la conclusion du dernier discours politique qu'il donna dans un banquet à Marseille en novembre 1875, quelques mois avant sa mort, et qui prend aujourd'hui une résonance toute particulière. Je cite. Je résume. La fondation de la République est encore environnée d'obstacles. Nous ne sommes point au bout de la lutte. Elle commence. Nous aurons de mauvais jours à traverser. Armons-nous de courage. Couvrons-nous de notre conviction comme d'une armure. Surtout, ne nous divisons pas. Beaucoup d'entre nous ne verront point la réalisation de nos idées. La République, avec toutes ses conséquences, qu'importe. Nous ne travaillons point pour nous. Nous travaillons pour les générations futures et pour l'humanité. Dans cette lutte, nos mémoires seront sacrifiées, nos intentions méconnues, nos actes calomniés. Qu'importe encore. Notre idéal est assez grand pour que nous nous passions de l'approbation de nos adversaires. Ô République, tu fus l'aspiration de toute notre vie. Tu existes de nom aujourd'hui. Ayons une assemblée librement élue. Et demain, tu seras l'incarnation vivante de nos principes. Que cette confiance nous soutienne. Nous ne sommes point des rêveurs. Nous sommes des hommes positifs. Notre espérance est fondée sur le vote. La République. Pour la renverser, il faudrait aujourd'hui arracher le cœur de la France. Après le coup d'État, les esprits superficiels pouvaient la croire anéantie. Erreur. Elle a pour elle trois choses qui ne meurent point. Le droit, la justice et la vérité. Elle a de plus pour elle tout ce qui pense, tout ce qui travaille, tout ce qui respire. Les forces vives de la nation. Avec de tels auxiliaires, un parti peut souffrir, il n'est jamais vaincu. Je vous remercie. L'Institut d'études et de recherche maçonnique Marseille-Provence est honoré de participer à cet hommage à Alphonse Esquiros, membre du Grand Orient de France. Et effectivement, Alphonse Esquiros fut républicain, libre penseur et franc-maçon, et très populaire à Marseille.
dont il fut le député, comme il a été dit. Le 3 avril 1869, il fut initié à la loge La Réforme du Grand Orient de France. Et comme par hasard, c'était celle de Gaston Crémieux et celle qui deviendra celle de Léon Gambetta en 1879. Lors de son décès, ses frères francs-maçons lui rendirent hommage. Et j'ai cet hommage qui a été le discours qui a été édité par le journal L'Égalité de Marseille. Je vais vous le lire très rapidement. Les francs-maçons qui se trouvaient là, tant des loges de Marseille que les loges des Bouches-du-Rhône et des départements voisins, ont revêtu leurs insignes et M. Brémond, avocat, nous dirions dans le vocabulaire maçonnique très illustre frère et conseiller de l'ordre du Grand Orient de France, a prononcé l'excellent discours que voici. Mes frères, comme membre du Grand Orient de France, comme créateur de la loge Vérité et Réforme, comme ami, j'ai accepté de dire en votre nom les dernières paroles d'adieu à notre cher et regretté Alphonse Esquiros. Nous l'avions reçu avec bonheur, nous l'aimions parce qu'il était l'un de ces hommes chez lesquels la bonté du cœur n'exclut pas la vitalité de l'intelligence. Nous l'aimions parce qu'il avait pour tous la bienveillance infinie de l'homme de bien, parce qu'il était franc-maçon d'instinct, avant d'avoir reçu la consécration officielle. Notre frère avait deviné les principes de l'institution. Nous n'avions pas à l'instruire, car nous avions au contraire beaucoup à apprendre de celui qui, en racontant le supplice des Templiers, avait écrit, ouvrez les guillemets, ajourné au tribunal de Dieu, au tribunal de la justice sociale et de l'histoire, au tribunal des événements politiques, au tribunal des révolutions de tous les pouvoirs qui maltraitent la pensée et qui persécutent les lois, tous les hommes dépositaires de la force qui appellent le feu contre les doctrines de l'avenir, c'est l'éternelle inspiration des martyrs de la liberté, c'est leur force et leur joie dans le supplice, c'est leur supériorité sur les bourreaux, sur les prêtres et sur les rois, fermez les guillemets. Notre frère Esquiros avait compris qu'en combattant durant tout le XVIIIe siècle la superstition et le despotisme, la franc-maçonnerie n'avait fait que la moitié de sa tâche et que tous les hommes de bonne volonté devaient l'aider à terminer son œuvre. Écarter les ennemis de l'humanité n'était pas chose suffisante. Il faut encore préparer l'avenir, fonder la justice sociale et compléter le travail de ces hommes qui sont morts en 1793, non pour la gloire, mais pour la liberté et le devoir. Quel homme aurait pu, mieux qu'Esquiros, nous tracer la voie, lui qui disait, ouvrez les guillemets, « Aimez, si vous voulez que la lumière se fasse, la liberté n'est dans le monde qu'un développement de l'amour. » Fermez les guillemets. Administrateur supérieur du département, représentant du peuple, sénateur, notre frère n'a jamais délaissé la modeste place qu'il occupait dans la franc-maçonnerie marseillaise, esprit noble, élevé et en même temps simple et naturel. Il a su trouver dans son cœur la force morale qui l'a soutenu dans ses cruelles épreuves. Avant de mourir, il a pu saluer l'avènement de la République
qui fut l'espérance de sa vie et qui est la réalisation de nos efforts. Mon frère, tu as aimé la vérité, tu as aimé le peuple, tu as aimé tous ceux qui souffraient. Après une vie consolée par l'affection de tous ceux qui l'ont connu, ton heure est venue. La nôtre aussi viendra. Et comme nous aujourd'hui, nos enfants demain, leur journée de labeur finie, regagnant leur triste demeure, prêteront l'oreille à la voix qui dit « Souvenez-vous des morts ». Alphonse Esquiros, au nom de tous tes frères, adieu, adieu et au revoir. Et j'ai dit, au nom de ce discours de notre frère Brémond. Voilà. Voici 3 ans maintenant que les libres penseurs ont voulu remettre à l'honneur une des figures les plus positives de l'histoire de Marseille. Avec la Fédération départementale de la libre pensée, ils ont ainsi repris une tradition qu'a suivie la libre pensée marseillaise jusqu'à la Première Guerre mondiale. En ce 150e anniversaire de la Commune de Marseille, cet hommage à celui qui fut avec Gaston Crémieux ou Clovis Hugues un des symboles du mouvement communaliste marseillais prend aujourd'hui une valeur toute particulière. Alphonse Esquiros fut et demeure pour nous un des exemples les plus forts du combattant de la laïcité et de la liberté, et particulièrement de la liberté de penser qu'il illustra dans sa vie. Nous voulons souligner aujourd'hui son long combat dans ce domaine. Ce fut le fruit de la maturation et de l'évolution de toute une vie. Né dans une famille parisienne bourgeoise, il fut élève du très conservateur petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay. Mais, de jeunes séminaristes sincères et pieux, choqués par la condition misérable des classes populaires et ouvrières parisiennes, il passe d'abord, sous l'influence de la monnaie, à une sorte de catholicisme social avant la lettre, qui lui semble alors s'accommoder avec les idéaux républicains qu'il découvre à travers son étude de la Révolution française de 1789. Par la suite, après les révolutions de 1830 puis de 1848, auxquelles il participe activement en tant que blanquiste révolutionnaire, il évolue peu à peu vers le déisme et vers une laïcité militante dont il ne se départira jamais plus par la suite. Pour lui, l'État et l'école doivent être séparés de toute religion, quelle que soit la foi que peut avoir ou pratiquer chaque citoyen en toute liberté. Foi et pratique religieuse doivent rester des questions personnelles. Et à l'époque, c'était une prise de position choquante pour beaucoup. En 1849, appelé par Gustave Naquet, il devient directeur du journal marseillais La Voix du Peuple. Il prend alors la défense des instituteurs laïcs de Marseille, à un moment où les écoles publiques étaient tenues par des religieux. Il est élu député l'année suivante, mais le coup d'État du 2 décembre 1851 tue la Deuxième République et instaure le règne personnel du futur Napoléon III. Il est alors contraint à un long exil. Installé à Londres, il élève lui-même son fils William, hors de toute école pour être sûr de soustraire la formation de son esprit à toute influence religieuse. Et il contribue au journal La Libre Pensée. En 1868, revenu à Marseille, qu'il ne l'avait pas oublié, il est élu l'année suivante, avec Léon Gambetta, député républicain des Bouches-du-Rhône, dans une assemblée, le corps législatif, à majorité bonapartiste, car on est encore sous le Second Empire à cette date. Et quand, suite à la révolution du 4 septembre 1870, qui rétablit la République, il est nommé administrateur spécial des Bouches-du-Rhône, ses convictions laïques et libres penseuses sont toujours là. 2 mois plus tard, en novembre, il a l'immense douleur de perdre ce fils unique, fauché à l'âge de 20 ans. Il organise pour lui les premières funérailles civiles et officielles célébrées à Marseille, ce qui va scandaliser la partie conservatrice de la ville. Le communard Clovis Hugues, ami et compagnon de William, ils avaient le même âge, est parmi ceux qui mènent le deuil. Après l'écrasement de la Commune de Paris, lors des années de violentes réactions monarchistes et conservatrices qui suivent, tous les efforts d'Alphonse Esquiros sont consacrés à sauver cette toute jeune république menacée, pour préserver l'avenir. En 1876, prématurément usé par les deuils et les duretés du combat politique, il tombe malade et comprend qu'il ne se relèvera pas.
Il tient à réaffirmer sa position de libre penseur en faisant enregistrer par huissier sa volonté d'avoir des obsèques civiles. Pour cette seule raison, lors de ses premières funérailles à Versailles où il décède, ses collègues lui refusent les honneurs pourtant dus à tous ses sénateurs et n'y assistent pas. À part ses quelques amis parisiens et parlementaires radicaux ou d'extrême gauche, environ une centaine de personnes. Mais à Marseille, où il a exprimé le vœu d'être inhumé, l'émotion est immense. Une grande partie de la population lui vouait une réelle affection, tandis qu'il était haï par d'autres. Les Marseillais lui organisent alors des funérailles civiles officielles exceptionnelles. Malgré le conseil municipal qui refusa d'y participer, ce caractère officiel lui fut tout de même donné par le nombre d'élus du département qui y participèrent avec leurs insignes. Les partis conservateurs et les cléricaux calomniaient le défunt et traitaient ses obsèques sans prête d'enfouissement, terme réservé aux animaux, et d'enterrement, lui refaisant ainsi même sa part d'humanité. Et pourtant, malgré leurs efforts, selon les rapports de police, 100 000 personnes se rassemblèrent pour le saluer une dernière fois. Ce chiffre, difficilement vérifiable, rend tout de même compte, selon les termes mêmes de plusieurs participants, d'un rassemblement jamais égalé pour de telles circonstances. Toutes les forces progressistes du département étaient représentées. Pour la première fois, les communards marseillais et les anciens de la Révolution de septembre de 1870 se retrouvaient ouvertement, publiquement dans le cortège, avec les libres penseurs, les francs-maçons, les républicains, les socialistes, les syndicalistes. De cette magistrale démonstration populaire, où furent prononcés de nombreux discours, nous retiendrons deux textes significatifs de cette émotion et du combat pour la liberté de penser. Le premier est un poème de Clovis Hugues, auréolé alors de son passé de communard et de sa lutte auprès d'Esquiros, qu'il lut lui-même à cette occasion. Dans les termes un peu emphatiques de l'époque, il y évoque les épreuves d'Alphonse Esquiros, sa défense constante de la République et les injures qu'il dut subir pour son choix courageux de préférer la consolation de la nature au rite de la religion. Ô grand mort de la République, précurseur des saints à venir, vieux lutteur de la lutte épique, où les héros sont des martyrs, je viens à cette heure suprême, 20 chiffres du nombre qui t'aime, pencher mon front sur ton cercueil, et, les genoux dans l'herbe verte, à côté de la fosse ouverte, faire gronder la lyre en deuil. Comme les lueurs de l'aurore, dans son nid effleure l'oiseau, la poésie au vol sonore te visita dans ton berceau. Laisse cette pauvre colombe sur le socle froid de la tombe poser son pied errant. Ironique destin de l'homme, la tombe, abri du dernier somme, n'est jamais qu'un berceau plus grand. Pendant qu'avec des cris de haine, les partis, comme des vautours, s'abattent sur la ville pleine du bruit tragique des tambours, pendant que la justice altière ne savait sous quelle bannière aller s'abriter sans remords, un jour, à cette même place, l'ombre d'un cyprès sur la face, j'ai salué ton enfant mort. Et maintenant c'est toi, doux père, va dormir à côté de lui, cœur né de ton cœur, tête chère qui te réclamait aujourd'hui. Dans ce caveau tu peux descendre, nous n'éveillerons pas la cendre au frémissement des drapeaux. Ces bras, ces ouvriers du juste, ont bien sur ta poitrine auguste gagné de rester en repos. La paupière d'aube inondée, pendant 50 ans tu t'es fait le soldat sacré de l'idée devant le passé stupéfait. Pendant 50 ans, dans tes phrases, dans tes malheurs, dans tes extases, les larmes du peuple ont coulé. Pendant 50 ans de torture, vers les républiques futures, ton vieil esprit s'est envolé. Pendant 50 ans, sur ton œuvre, on t'a vu pensant ou rêvant, les pieds mordus par la couleuvre, le front déchiré par le vent. Apôtre parmi les apôtres, afin de délivrer les autres, tu t'es laissé jeter au fer, et dans l'oubli de ta détresse, ton grand cœur a saigné sans cesse des maux par tes frères soufferts. Est-ce pour cela qu'on jette l'anathème sur ton front glacé, avant que dans l'ombre muette, une fleur ait sur toi poussé? Est-ce pour cela que la haine, de la bave dont elle est pleine, se dégonfle sur ton tombeau? Est-ce pour cela que l'outrage vient battre ton pâle visage, comme les ailes d'un corbeau? Ah, l'homme du passé t'insulte, parce qu'après les longs combats, tu voulus mourir dans un culte
qui n'a qu'un autel ici-bas, parce que tu donnas l'exemple à ceux qui recherchent un temple hors des eaux, des monts et des bois, hors de la nature éternelle, cette figure solennelle qui rayonne plus que la croix. Que nous importe de descendre dans la terre qui, sur ma main, ferait tenir toute cendre qu'elle tire d'un corps humain? Que nous importe le mystère de ce grand sommeil solitaire qui n'a plus jamais de réveil, pourvu qu'étoilé de pervenches, le cimetière dans les branches nous garde un rayon de soleil, pourvu qu'un rameau s'incline sur nous par la brise agitée, dans nos cœurs plongeant sa racine, nous faisant de l'ombre l'été, et pourvu nature, ô seul prêtre, que par l'aube qui vient de naître, tu remplaces Dieu sur l'autel, l'église étroite par l'espace, les orgues par le vent qui passe, l'eau bénite par l'eau du ciel. Ce mort sacré couché dans l'ombre, peuple, est-ce que tu le connais? C'est un chien, dit une voix sombre. Quel est ce chien? C'est la Menée, c'est Barbès, le martyr sévère, c'est Proudhon, c'eût été Molière, si son roi n'avait plaidé pour lui. À peine hier, quelle ironie, c'était Michelet, ce génie, et c'est Esquiros, aujourd'hui. Va, garde ton repos superbe, l'immense peuple, ô mort aimé, plus frémissant que ces brins d'herbe, effleurés par l'aile de mai, dédaignant les larges huées, croit voir au milieu des nuées la République se dressant, jeter le front hors de ses voiles, des couronnes et des étoiles sur ton cercueil éblouissant. Alors merci à Marie-Noëlle Hôpital de Promémo qui relira un texte dans quelques instants. Le deuxième texte est original. C'est le premier discours d'une femme, Joséphine Blanc, dans une cérémonie officielle à Marseille qui nous parvienne dans cette ville où, à cette époque, les femmes ne jouent pas de rôle politique. Et c'est une libre penseuse. Il s'agit d'une institutrice laïque. Elle avait eu l'honneur, en tant que représentante des libres penseuses de la Caplette, d'ouvrir l'impressionnant cortège entouré des enfants des écoles laïques. On lui avait demandé de parler au moment le plus douloureux, celui de l'inhumation et de l'adieu définitif au nom des femmes marseillaises. Une mission d'autant plus difficile pour elle que son père et elle étaient amis d'Esquiros, ce qu'indique entre autres le « nous » dans son discours. Notons, outre le chagrin qui la submerge, le peu d'assurance qu'elle montre au début. Elle doute de sa légitimité à prendre la parole, alors qu'aucun intervenant masculin ne le fait ce jour-là, et cela rend ses paroles encore plus émouvantes. Voilà, je laisse de nouveau la parole à Marie-Noëlle Hôpital de Promémo. Doyenne, vous avez voulu que je prenne la parole en votre nom. Je vous remercie. Mais étais-je à la hauteur d'une pareille tâche? D'autres voix, plus autorisées que moi, vous ont dit la vie, les souffrances, le dévouement de celui qui, mourant, a voulu nous donner une dernière preuve d'attachement. Merci, Esquiros, merci au nom de tous de nous être revenus. Pour nous, tu ne seras jamais mort. Tu vivras, tant qu'une pierre existera de l'antique cité phocéenne. Les mères apprendront à leurs enfants à honorer ton nom. Évoquant ton ombre, nous pourrons, les jours de triomphe, t'exprimer notre reconnaissance. Les jours de lutte et de découragement, nous pourrons entendre ta voix douce et persuasive nous dire « Courage !» Nous emporterons un limbeau de cette inaltérable confiance qui ne t'abandonna jamais. Vois, autour de toi, contemple le plus grand spectacle que Marseille ait jamais vu. Vois cette foule muette, oppressée. Vois ce peuple ému, consterné, dont le cœur s'élance vers toi pour te crier une dernière fois son amour. Bientôt, tes derniers désirs seront accomplis. Tu reposeras auprès de ton fils, ce noble enfant dont la mort a abrégé tes jours. Pauvre martyr, nous ne l'avions que trop prévu à cette époque fatale. Le coup devait être mortel. Que ton infortunée compagne reçoive ici les témoignages de sympathie des femmes du Midi. De près comme de loin, nous serons toujours de cœur avec la veuve de notre vénérée amie. Elle peut compter sur nous. Adieu, Esquiros. Adieu, frère. Ces quelques paroles ne sont qu'un souvenir offert à ta mémoire. Mais l'histoire te réserve une page glorieuse parmi les martyrs de la liberté.
Dans ce discours qui se veut représentatif de toutes les républicaines marseillaises, on trouve des formules que l'on s'attend à entendre de la bouche d'une femme convenable de cette époque. Mais notez comment s'y glisse la notion de combat politique. Pour elle, le souvenir des Skyros n'est pas passéiste, mais il sera là pour encourager les luttes futures. Et c'est ce qu'elle fera, la petite institutrice. Elle tiendra parole. Elle sera une des grandes animatrices des hommages qui seront rendus à la mémoire des Skyros et participera activement dans les années suivantes aux luttes sociales et syndicales. Aujourd'hui, les libres penseurs des Bouches-du-Rhône se sentent pleinement héritiers, avec d'autres, de ce combat pour la liberté. Particulièrement en cette année de commémoration de la Commune où, hasard de l'histoire, des lois et des projets menacent ce principe fondateur. Les lois de 1901 et de 1905 sont menacées. Avec de nombreuses associations dont la Ligue des droits de l'homme, avec des syndicats, la libre pensée s'oppose aux lois et décrets liberticides. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les libres penseurs assument l'héritage légué par Alphonse Esquiros. Pour nous, aujourd'hui comme hier, rendre hommage à Alphonse Esquiros et raviver avec nos amis le souvenir de ces combats, ce n'est pas se tourner vers le passé, mais c'est une des façons de rassembler nos forces pour les combats futurs. Je vous remercie. Citoyennes, citoyens, camarades, lorsqu'on évoque la commune de Marseille, on songe d'abord, bien sûr, à Gaston Crémieux. Son dévouement à la cause du peuple, son sort tragique, son exécution injuste ont sublimé son souvenir à Marseille et au-delà du département. Mais il n'était pas le seul dans cette aventure dont les prémices datent de plusieurs mois avant le 23 mars 1871. Alphonse Esquiros fut l'un de ses compagnons de lutte. Il fut de ceux qui, auprès de lui, consacrèrent leurs efforts à aider les classes populaires dans cette tentative de participation au pouvoir. S'il ne prit pas part directement au mouvement insurrectionnel armé, il en fut pourtant au moins une fois directement la cause. Et son souvenir est associé à la commune de Marseille au même titre que Gaston Crémieux, Clovis Hugues ou André Bastelica. Et il y a de quoi. En effet, au lendemain de la révolution du 4 septembre 1870, qui rétablissait enfin la République, Marseille se trouvait au bord de la guerre civile. Léon Gambetta, chef du tout nouveau gouvernement provisoire, avait alors envoyé Alphonse Esquiros comme administrateur spécial des Bouches-du-Rhône, avec les pleins pouvoirs. 2 ans auparavant, les deux hommes avaient été élus députés républicains de ce département. Gaston Crémieux avait été leur directeur de campagne. Mais ce que Léon Gambetta ignorait, c'est à quel point la conception qu'avait Alphonse Esquiros de la République se référait à la Révolution française et à 1792. La classe ouvrière marseillaise espérait beaucoup de cet ancien combattant des barricades de 1848, revenu en France après 17 ans d'exil. Sans être membre de l'Internationale des travailleurs, se méfiant même de certains chefs socialistes, il n'en était pas moins convaincu que le peuple était souverain et que les intérêts de la classe ouvrière et des plus défavorisés devaient être défendus. Pendant 2 mois, au milieu de grandes difficultés, pratiquement sans force de police organisée, il géra le département avec le souci constant que le sang ne coule pas. Il réussit pourtant à prendre toute une série de mesures en faveur des pauvres et des ouvriers, aux grandes dames des notables marseillais et des partis conservateurs restés puissants dans la ville. En voici quelques exemples. En faveur des ouvriers, il prit une série d'arrêtés concernant le salaire
et la limitation du temps de travail pour des centaines d'employés de la Compagnie des Docks, réglementation qui perdura longtemps après son départ, malgré la remise en cause que voulut en faire la Compagnie par la suite. Toujours en faveur des ouvriers et avec l'aide du portefaix Auguste Étienne, communard de 1870 et de 1871, qui sera déporté à Nouméa et deviendra un grand ami de Louise Michel, il créa un bureau pour examiner leurs plaintes et les aider à connaître leurs droits. Il organisa avec Jean-Baptiste Brochier l'enseignement professionnel. Il prit la présidence de la Ligue du Midi. Celle-ci fut créée au départ pour la défense du territoire du Sud, menacé par l'invasion prussienne, mais elle reprit aussi une partie du programme social de l'Internationale, exprimé pour la première fois par la première commune insurrectionnelle de Lyon en septembre 1870. Et il n'oublia pas les plus pauvres et les petits artisans précaires, très nombreux dans notre région à cette époque. Il réforma le bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale de l'époque. Il émit un arrêté concernant le paiement des loyers. Il créa un organisme de crédit. Lorsqu'il dut prendre des mesures radicales contre les jésuites de Marseille, les chassant du département, Léon Gambetta voulut le renvoyer. Et c'est pour le garder que les Marseillais indignés formèrent la première commune de novembre 1870. Elle ne dura que quelques jours, et Alphonse Esquiros n'y participa pas. Deux raisons principales à cela. Au même moment, il affrontait la longue agonie puis la mort de son fils de 20 ans, qui l'abattirent pendant de longues semaines et dont il ne se remit jamais vraiment. Et surtout, réaliste et comprenant l'inégalité des forces en présence, il refusa que le sang coulât pour lui. Il accepta la nomination du nouveau préfet et finit par quitter Marseille en janvier 1871, au grand soulagement de son successeur qui craignait qu'un nouveau mouvement ne se forme autour de lui. Car pour les Marseillais, le nom d'Alphonse Esquiros resta attaché au mouvement communaliste. Oui, son nom en est devenu un des symboles, associé pendant des décennies à celui de Gaston Crémieux. Par exemple, en 1883, lorsque pour la première fois les Marseillais purent ouvertement fêter le 18 mars, c'est-à-dire le début de la commune insurrectionnelle de Paris, ils allèrent en grande pompe honorer deux tombes, celle de Gaston Crémieux et celle d'Alphonse Esquiros. Et ils renouvelèrent ce double hommage à de multiples occasions durant les décennies suivantes. Ainsi, à l'issue de l'historique premier congrès ouvrier socialiste de Marseille en 1879, le 1er novembre, les délégués se rendirent solennellement sur sa tombe, déposer des immortelles jaunes, et les militantes ouvrières tinrent à offrir une magnifique couronne de fleurs très remarquée. En 1936, encore, dans l'ambiance de liesse créée par la victoire du Front populaire, on organisa à Marseille une grande fête pour commémorer la commune, et là, de nouveau, on évoqua longuement à la fois Alphonse Esquiros et Gaston Crémieux, et on organisa des cérémonies autour de leur tombe. On rappela à cette occasion le surnom affectueux que lui donnait le petit peuple marseillais. Il l'appelait le père des ouvriers. Les traumatismes
des 2 guerres mondiales et leurs conséquences, ainsi que les silences de l'histoire officielle, ont estompé, parfois même escamoté, cette partie de l'histoire populaire, particulièrement dans notre ville. La commune de Marseille a été un des plus longs et des plus importants mouvements communalistes de province. Le comité départemental des Amis et Amies de la Commune de Paris 1871 a à cœur de faire revivre ces événements fondateurs. Il est heureux aujourd'hui de contribuer à mettre en lumière Alphonse Esquiros, une des plus généreuses personnalités qui les symbolise. Merci. Bonjour, et je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cet hommage à Esquiros d'avoir invité, premier mot, l'association que je représente et dont le travail est orienté vers la restitution et la préservation de l'histoire et de la mémoire du monde ouvrier provençal. Alors, arrivant le dernier, après beaucoup d'interventions, je m'excuse par avance de certaines répétitions, mais je ne veux pas modifier l'équilibre de mon intervention. La relation qu'entretint Esquiros avec le peuple marseillais et le monde ouvrier explique sa popularité. Popularité qui ne s'est jamais démentie depuis son élection en 1869 dans la 4e circonscription de Marseille, où il avait été parachuté, aux côtés de Gambetta, jusqu'à sa mort, au point que ses funérailles dans sa ville d'adoption, si l'on en croit le petit Marseillais, donnèrent lieu à une pointilleuse organisation, de peur qu'elle ne dégénère en une manifestation trop radicale. Mais ces craintes n'étaient pas justifiées, et les Marseillais, au sortir de l'état de siège qui leur était imposé depuis 1871, surent accompagnés dans la dignité leurs amis. Durant les événements qui touchèrent Marseille en 1870, les mémorialistes et chroniqueurs ne purent faire autrement que reconnaître à l'homme sa générosité, son honnêteté, son humanité. Mais ils s'empressaient de souligner que le poète n'était pas l'homme de la situation du fait de son idéalisme, de sa candeur, disent-ils, et plus grave, de sa faiblesse de caractère, autre jugement. Certains même, abomination de l'abomination, le décrivaient sous l'emprise de l'Association internationale des travailleurs depuis son élection de 1869. Ces jugements négatifs émanaient de personnes déçues de ne pas avoir trouvé dans l'envoyé de Gambetta l'administrateur à poigne au service du maintien de l'ordre social que le renversement de l'Empire risquait de remettre en cause. Le dictateur Esquiros, selon la formule de Ferrero, n'avait pas été le bon dictateur attendu. Et Esquiros, conscient de la difficulté de sa tâche, affirmait qu'après le 4 septembre, il n'y avait de dictature possible à Marseille que celle de l'opinion publique. Ce que Lucien Gaillard, historien des débuts du socialisme à Marseille, interprétait de la façon suivante en écrivant « Il sentait bien, aux honneurs qui lui furent rendus à son arrivée à la gare Saint-Charles le 7 septembre, à la fois par la garde civique, la commission départementale et la municipalité, que seul lui-même, il pouvait éviter les affrontements entre des organismes si dissemblables. Et de fait, le républicain radical, celui qui avait remis à l'honneur les montagnards dans son histoire de la montagne,
apparu quelque temps avant la Révolution de 1848, dont il fut l'un des élus les plus actifs jusqu'à son exil après le coup d'État de 1851, qui avait, selon un biographe, réhabilité Marat en poétisant Charlotte Corday dans son ouvrage du même nom, affirmait son mépris pour les modérés au service de leurs intérêts, tout en exprimant sa répulsion pour la violence et les effusions de sang, consacrant tous ses efforts et son pouvoir à éviter la guerre civile. Ainsi, dans les 2 mois de son proconsulat, il voulut corriger les excès des gardes civiques sans renoncer à leur soutien, indispensable pour conserver le contact avec une partie du peuple. Et ses décrets les plus contestés contre la Gazette du Midi et la Congrégation des Jésuites, annulés par Gambetta, ne contredisaient pas à ses yeux la garantie de la liberté pour le peuple. Mais c'est surtout à cause de son engagement pour la Ligue du Midi, qui représentait très bien, dans cette période troublée, la prise en compte de la spécificité méridionale, qu'il conquit le cœur des Marseillais et s'attira les foudres de Gambetta. Et à son corps défendant, il devint l'enjeu d'un conflit entre le gouvernement de défense nationale, avec lequel il ne voulait pas rompre, et les éléments révolutionnaires de la ville qui avaient proclamé la commune et étaient prêts à le maintenir coûte que coûte à la tête du département. Et cela au moment où son fils agonisait de la fièvre typhoïde. Malgré les tensions, malgré sa douleur de père, il trouva les ressources pour interposer sa conciliation et dénouer la crise du 3 novembre en faisant accepter à tous la nomination d'Alphonse Jantes, son remplaçant. Il fut remercié en étant affecté loin de Marseille, tant on redoutait les effets de sa popularité. Ainsi, Esquiros avait noué en peu de temps des liens indéfectibles avec Marseille, dont la composante ouvrière en pleine transformation après la croissance économique du Second Empire avait su reconnaître en lui un allié solide. Et ses votes, après sa réélection en février 1871 dans une assemblée majoritairement monarchiste, confirmèrent qu'elle ne s'était pas trompée. Lors de la seconde commune qu'a connue la ville, en mars-avril 1871, Esquiros n'était pas présent à Marseille. La lettre qu'il envoie alors par journaux interposés témoigne de son attachement pour la ville, mais aussi de ses illusions. Je vous lis cette lettre. Que se passe-t-il donc à Marseille ? Je ne connais la situation que par de vagues rapports. Les journaux de Paris ne nous révèlent jusqu'ici que des faits décousus et souvent contradictoires. Il m'est donc impossible de me former un jugement précis sur l'état des choses et des esprits. Aussi, mon inquiétude est-elle extrême. À Paris, nous avons traversé des jours difficiles et périlleux. J'espère que nous sommes enfin sortis des plus grands dangers par le vote d'hier. Il s'agit du vote du 26 mars qui élit les représentants de la Commune de Paris. La population a été admirable. Elle a fait preuve de sagesse et de prudence dans l'audace. La grande question est de conquérir les droits de la cité tout en évitant la guerre civile. Je ne sais point trop quelle a été la cause du soulèvement à Marseille. C'est probablement le contre-coup des événements de Paris. Dans tous les cas, je désire vivement qu'on sache de même échapper à une collision des citoyens entre eux et à l'effusion de sang. La guerre civile serait le tombeau de la République. Pour éviter ce malheur à tout prix, il faut à ceux qui dirigent le mouvement une grande force morale. Écrivez-moi, je vous en prie, en un mot sur les faits qui se déroulent à Marseille. Combien je voudrais être au milieu de vous. Je vous serre fraternellement la main. Oui, Esquiros et le monde ouvrier, ce ne fut pas qu'une alliance de circonstances pour conquérir un siège de député, ce fut le partage reconnu d'une certaine idée de la République. Merci. Au nom de la libre pensée, je remercie tous les intervenants. Vous retrouverez la vidéo sur le site LP13
tenue par notre ami Michel Garin qui est en train de prendre cette vidéo. Vous avez pu avoir divers aspects de cet homme exceptionnel qu'était Alphonse Esquiros. Mais pour en connaître plus, je vous invite donc le 29 de ce mois à la conférence que va faire Chantal à la mairie de secteur 1-7 de Marseille. Le rendez-vous est à 14h30. Mais j'espère avoir aussi une retransmission en visio pour ceux qui ne pourraient venir à cause des contraintes de jauge. Je voudrais rappeler la vigilance et la bataille que les libres penseurs mènent avec beaucoup d'autres contre les lois et décrets liberticides. Ce qui est à l'ordre du jour est une atteinte fondamentale. Ça a été dit, mais je reprends, aux lois de 1905. Nous sommes à l'inverse de ce qu'est la laïcité telle qu'elle a été instituée par dans les projets gouvernementaux actuels. Et les lois de 1901 sur les associations qui visent, tout compte fait, à mettre les associations sous la coupe de la pensée du gouvernement. Dans l'esprit communard, la conclusion traditionnelle de la libre pensée est « à bas la calotte et vive la sociale ».